Ce sont les derniers mots que la fiancée de mon frère m'a murmurés avant de vider délibérément un verre d'un grand cru de Bordeaux sur le devant de ma robe blanche. La musique s'est arrêtée net. La foule a eu un hoquet de surprise. Ambre se tenait là, un sourire narquois aux lèvres, attendant les larmes. Elle voulait un scandale. Je lui ai offert un compte à rebours. Je n'ai pas essuyé la tâche. Je n'ai pas cherché de serviette. J'ai regardé ma montre. Il était 18h02. J'ai décidé qu'à 18h05, ce mariage cesserait légalement d'exister. Avant de vous raconter comment j'ai légalement mis fin à la réception de mariage de mon propre frère en moins de 180 secondes, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Je n'ai pas couru aux toilettes. Je n'ai pas cherché un mouchoir. Je suis restée parfaitement immobile, laissant le vin rouge imprégner le tissu, le sentant devenir froid et lourd contre ma peau. La foule attendait la crise de nerfs. Ils voulaient la scène où la parente pauvre s'enfuit en sanglotant, humiliée par le couple en or. Je leur ai refusé cette satisfaction. Ambre a ri, d'un rire cristallin, travaillé à la perfection. Elle a claqué des doigts en direction d'un serveur qui passait, sans même lui jeter un regard. Apportez-lui une serviette et peut-être un Perrier, même si je doute que ça serve à grand-chose avec ce tissu. On dirait du polyester. Elle m'a congédié d'un revers de la main, se retournant pour accepter les condoléances de ces demoiselles d'honneur. C'est à ce moment-là que Sylvie, la future belle-mère de mon frère, est intervenue. Sylvie est directrice des ressources humaines dans une PME de la tech. Gérer les gens, c'est son métier, généralement en les licenciant. Elle m'a empoigné le bras avec une force que ses ongles manucurés ne laissaient pas deviner. Allons vous mettre hors du champ de vision, sifflait-elle, son sourire crispé et faux pour le bénéfice des spectateurs. On ne peut pas vous laisser ressembler à une scène de crime en arrière-plan de la première danse. Elle m'a entraîné loin de la table d'honneur, loin des centres de table en cristal et de la vue sur la mer. Elle m'a fait passer devant les tables des invités, devant le bar, jusqu'aux portes battantes en métal de la cuisine. Elle a tiré une chaise devant une petite table pliante bancale nichée dans l'ombre, la table des prestataires. Le DJ y mangeait un sandwich jambon-beurre. Le photographe changeait d'objectif. C'était là que s'asseyait le personnel. « Restez ici », dit Sylvie en lissant sa robe. « Et essayez de ne parler à personne d'important. On vous fait déjà une faveur en vous laissant rester. » Je me suis assise. J'ai regardé mon frère, Julien, de l'autre côté de la salle. Il se tenait à 3 mètres de là, une coupe de champagne à la main. Il avait vu sa fiancée me verser du vin dessus. Il avait vu sa future belle-mère me traîner comme une enfant indisciplinée. Il m'a regardé droit dans les yeux, a pris une gorgée de sa boisson, et m'a tourné le dos. C'est à ce moment-là que la tristesse est morte, remplacée par une clarté froide et tranchante. J'ai regardé Ambre, rayonnante au centre de la pièce. La plupart des gens penseraient qu'elle n'était qu'une peste dans un mauvais jour. Mais je savais la vérité. C'était l'arithmétique du prédateur. Voyez-vous, les harceleurs comme Ambre n'attaquent pas au hasard. Ils font des calculs. Quand elle est entrée dans cette pièce, elle s'est sentie petite. Elle épousait un homme d'une famille qu'elle pensait supérieure à la sienne, entourée d'un luxe qu'elle n'avait pas gagné, dans un lieu qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle manquait d'assurance. Alors, elle a balayé la salle du regard, cherchant une ressource à consommer pour se rehausser. Elle m'a vue. Elle a vu la robe à 10 € que j'avais achetée chez Emmaüs parce que la mode m'était égale. Elle a vu la sœur discrète qui n'élevait jamais la voix. Elle a calculé que j'étais la voix de la moindre résistance. En me détruisant publiquement, elle n'était pas seulement cruelle. Elle établissait sa domination. Elle montrait à mon frère, à sa famille et à chaque invité qu'elle était la femelle alpha et que j'étais son marchepied. C'était un calcul, une équation de pouvoir primitive et brutale. Mais Ambre a commis une erreur fatale dans son calcul. Elle a supposé que parce que j'étais silencieuse, j'étais faible. Elle a supposé que parce que j'étais assise à la table des prestataires, j'étais une servante. Elle a oublié que dans le secteur de l'événementiel, la table des prestataires est l'endroit le plus dangereux de la pièce, car c'est là que s'assoient les personnes qui tirent vraiment les ficelles. J'ai pris la serviette en tissu sur la table.
Je ne l'ai pas utilisé pour nettoyer ma robe. Je l'ai dépliée sur mes genoux. J'observais le personnel se déplacer dans la salle. Mon personnel. J'ai vérifié ma montre à nouveau. 18h04, il était temps de corriger l'équation. J'étais assise là, invisible dans l'ombre des portes de la cuisine, regardant mon frère lever son verre à sa belle et cruelle épouse. Il me regardait et voyait une ratée. Une sœur qui ne pouvait pas s'offrir une robe décente. Une fille qui s'était contentée d'une petite vie pendant qu'il poursuivait la grandeur. Il n'avait aucune idée qu'il se trouvait sur mon territoire. Je ne suis pas assistante. Je ne travaille pas dans la gestion hôtelière. Je suis spécialisée dans la reprise d'établissements de luxe en difficulté. Je traque les propriétés moribondes, les domaines viticoles noyés sous les dettes, les hôtels au bord de la faillite, des actifs dont les banques cherchent désespérément à se débarrasser, et je les rachète pour une bouchée de pain. Puis, je les remets sur pied. J'ai acheté le domaine de la Roche-Noire il y a 2 ans, quand ce n'était qu'un passif en ruine et un procès en attente. J'en ai fait le lieu le plus exclusif de la Côte d'Azur. Je ne leur ai jamais rien dit. Je suis restée discrète dans ma vieille Twingo parce que je savais exactement qui ils étaient. Je savais que si Julien apprenait que j'avais de l'argent, il ne verrait pas une sœur. Il verrait une ligne de crédit. J'ai regardé Ambre tournoyer au centre de la piste de danse, sa robe balayant le parquet que j'avais payé pour faire restaurer. Elle était radieuse. Elle avait l'air chère. Et soudain, le grand livre des comptes invisibles s'est ouvert dans mon esprit. C'est un type de comptabilité que seul le bouc émissaire de la famille comprend. J'ai regardé les flûtes en cristal dans leurs mains, débordant de champagne millésimé. Je me suis souvenu de moi, dans ma studette il y a 3 ans, portant 2 pulls parce que je n'avais pas les moyens de mettre le chauffage. Je mangeais des pâtes instantanées pour le 20e soir d'affilée. Non pas parce que j'étais fauchée, mais parce que je venais de virer 4 000 € à mes parents pour empêcher la banque de saisir leur maison. Je vivais dans le froid pour qu'ils puissent dormir au chaud. J'ai regardé Julien rire en desserrant sa cravate en soie. Je me suis souvenu du jour où il a lancé sa start-up. Il avait besoin d'un capital de départ. Papa m'a appelé, suppliant. J'ai vidé mon compte épargne. L'argent que j'avais mis de côté pour un apport sur ma propre vie, et je le lui ai envoyé. J'ai conduit une voiture avec une vitre scotchée pendant 2 ans pour que Julien puisse rouler en BMW à ses rendez-vous clients. J'ai reporté mon regard sur Ambre, qui me regardait avec mépris de l'autre côté de la salle, jugeant le tissu de ma robe. Elle voit une tache. Je vois le prix de leur survie. J'ai alors réalisé que mon silence n'avait pas été de l'humilité. Ça avait été une erreur. Je m'étais affamée pour nourrir des gens qui se moqueraient de moi parce que j'avais faim. J'avais construit un royaume dans l'ombre pour les protéger, et ils utilisaient cette ombre pour me cacher. Le grand livre était plein. La dette était arrivée à échéance. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Je n'ai pas ouvert les réseaux sociaux. J'ai ouvert l'application de gestion interne du domaine. J'ai vu le statut de l'événement, actif. J'ai vu le nom du client, Julien et Ambre. J'ai fait défiler jusqu'à la section du contrat. Je n'avais pas besoin de le lire. C'est moi qui l'avais rédigé. Clause 14b, le protocole de moralité et de lutte contre le harcèlement. C'était une clause que j'insérais dans chaque contrat après qu'un marié particulièrement odieux avait agressé un serveur l'année dernière. Elle donnait à la direction le droit unilatéral de mettre fin à un événement immédiatement si le client ou ses invités harcelaient, abusaient ou menaçaient le personnel ou la direction. Ambre venait de verser du vin sur la propriétaire. J'ai regardé le chef de la sécurité, un homme nommé Marc, qui se tenait près de la sortie principale, l'air de s'ennuyer. Je lui ai envoyé un seul texto. Code 14b. La mariée. Exécution immédiate. Marc a regardé son téléphone. Il m'a regardé. Ses yeux se sont écarquillés. Il a tapoté son oreillette et a commencé à se diriger vers la scène. Je me suis levée de la table des prestataires. Je n'ai pas lissé ma robe. Je suis passée devant le photographe, devant le DJ, et je suis montée sur l'estrade. La musique s'est arrêtée. La salle est devenue silencieuse. Il était temps de me présenter.
La salle n'est pas seulement devenue silencieuse, elle est devenue morte. J'ai monté les 3 marches jusqu'à la plateforme surélevée où le DJ était occupé à mixer un tube du moment. Il m'a vu arriver, une femme tachée de vin avec une expression glaciale sur le visage, et a ouvert la bouche pour me dire de dégager. Il n'en a jamais eu l'occasion. Marc, mon chef de la sécurité, est sorti de l'ombre. Il mesure 1,90 m et est bâti comme un rugbyman. Il a simplement fait un signe de tête au DJ et a coupé le courant. La musique est morte dans un crissement de platine qui a fait grimacer la moitié de la salle. Puis les lumières se sont allumées à pleine puissance, crues et sans pitié. L'ambiance tamisée et romantique a disparu, remplacée par la dure réalité d'une salle de conférence. Et, a hurlé Ambre depuis la piste de danse, protégeant ses yeux de l'éblouissement soudain. Qui a allumé les lumières? DJ, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai pris le micro de son pied. Il a émis un larcène aigu qui a fait que tout le monde s'est bouché les oreilles. Il suit les ordres, ai-je dit. Ma voix a résonné dans les haut-parleurs, stable et calme. Et c'est ce que vous allez faire aussi. Ambre s'est retournée, ses yeux se plissant en me voyant au centre de la scène. Toi, a-t-elle ri, d'un son nerveux et saccadé. Oh mon Dieu, elle est saoule. Que quelqu'un sorte ce déchet imbibé de vin de la scène avant qu'elle ne se ridiculise. Sylvie s'est dirigée vers la scène, son visage tordu par cette grimace de directrice des RH qu'elle utilisait juste avant de virer quelqu'un. Descendez de là immédiatement, petite insolente. Je vous ferai bannir de cette propriété. En fait, Sylvie, ai-je dit, ma voix couvrant la sienne, vous ne pouvez pas bannir la personne qui signe les chèques. J'ai sorti mon téléphone et l'ai levé, l'écran brillant avec le contrat numérique. J'invoque la clause 14B de l'accord de location du lieu, le protocole de moralité et de lutte contre le harcèlement. La salle a murmuré. De quoi parle-t-elle, a chuchoté quelqu'un. La clause 14B stipule que tout harcèlement physique ou verbal dirigé contre l'équipe de direction ou le personnel constitue un motif de résiliation immédiate et non remboursable de l'événement, ai-je récité de mémoire. J'ai regardé Ambre droit dans les yeux. Vous m'avez versé du vin dessus. Vous m'avez traité de pauvre. Vous m'avez humilié pour le plaisir. Et alors? A crié Ambre en retour, les mains sur les hanches. Tu n'es que la sœur ratée du marié. Tu ne fais pas partie du personnel. Non, l'ai-je corrigé. Je ne fais pas partie du personnel. Je suis la propriétaire. Le silence qui a suivi était assez lourd pour vous écraser les poumons. Ambre a cligné des yeux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Sylvie s'est figée en plein mouvement. Julien a laissé tomber son verre. Il s'est brisé sur le sol, mais personne n'y a prêté attention. J'ai acheté le domaine de la Roche-Noire il y a 2 ans, ai-je continué, ma voix glaciale. Je l'ai reconstruit de fond en comble. Chaque chaise sur laquelle vous êtes assis, chaque verre que vous tenez, le sol sur lequel vous vous tenez, c'est à moi. Et j'ai une politique de tolérance zéro pour les harceleurs. J'ai fait un geste vers les sorties où 6 agents de sécurité en uniforme venaient de se matérialiser, les bras croisés. Ambre, Sylvie, vous avez violé votre contrat. Votre événement est terminé avec effet immédiat. Vous avez 10 minutes pour récupérer vos effets personnels et quitter ma propriété. Si vous êtes encore ici à 18h20, vous serez raccompagné par la gendarmerie pour violation de propriété. J'ai baissé le micro. Le temps presse. La salle ne s'est pas calmée. Elle a explosé. Ambre a hurlé et a chargé la scène, son mascara coulant. Menteuse. Jalouse. Tu es fauchée et tu essaies de ruiner mon mariage. Sylvie a déboulé derrière elle. Je travaille dans les RH. Je sais ce qu'est le vrai pouvoir. Je vous ferai blacklister de tous les lieux de la région et je vous mettrai à sec. Je suis resté immobile et j'ai regardé la haute société s'effondrer. Puis Julien a bougé. Il m'a arraché le micro des mains et a crié par-dessus la foule. Ne l'écoutez pas. Ma sœur n'est pas bien. Sa voix s'est adoucie en une fausse inquiétude. Elle a arrêté ses médicaments. Elle a supplié papa pour le loyer la semaine dernière. Elle est délirante. Elle déteste me voir heureux. La foule a changé d'avis instantanément.
Pitié pour lui, dégoût pour moi. Sécurité, a-t-il aboyé. Sortez-la. Même mes gardes ont hésité. Il était l'enfant chéri. J'étais soudain la sœur instable. Je me suis retournée pour partir, mais Julien a bloqué la sortie, son visage à quelques centimètres du mien. Tu es fauchée, Élise. Et ce soir, je vais dire à tout le monde d'où vient vraiment ton argent. Il croyait chaque mot parce que papa lui avait menti à lui aussi. Tu crois vraiment ça, ai-je demandé. Je le sais, a-t-il ricané. Lâche-moi, l'ai-je prévenu, ou je saisis. Il a vacillé, confus. Je suis allée à la cabine du DJ et j'ai projeté l'écran de mon téléphone sur le mur géant. Les photos de Julien et Ambre ont disparu, remplacées par un acte de prêt hypothécaire. Emprunteur, Franck et Martine Leroy. Prêteur, Domaine de la Roche-Noire SARL. Statut, impayé. Des exclamations ont fusé. Je n'ai pas supplié papa, ai-je dit. J'ai racheté l'hypothèque quand il m'a supplié. Un balayage a révélé un deuxième document. Le prêt professionnel de Julien. 90 jours de retard de paiement. Il est devenu livide. Tu es l'investisseur? Je suis le créancier, ai-je dit. J'ai payé pour ta start-up, ta voiture, ta bague et ce lieu. J'ai montré le grand livre. Une dette à 6 chiffres. Je ne paie pas de loyer parce que je suis propriétaire du toit sous lequel vous vivez. Silence. Tu as jusqu'à lundi pour t'excuser. Sinon, je lance la procédure de saisie. Il s'est enfui, entraînant Ambre avec lui. Sylvie a essayé de fanfaronner, mais la sécurité l'a escorté dehors. Les invités me regardaient différemment maintenant. Non pas la fille à la robe ruinée, mais la femme qui détenait les titres de propriété de leurs rêves. Je me suis versé un verre de vin, savourant le calme. J'ai supprimé Julien, puis Sylvie, puis papa de mes contacts. Ils pouvaient rester dans la maison pour l'instant, mais seulement parce que je le permettais. Ils vivraient chaque jour sous un toit construit avec mon argent, pas avec ma honte. La dette demeure peut-être, mais la relation, elle, est terminée. Parfois, le pouvoir ne se donne pas. Il s'achète.